Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans. Ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette 12e interview avec Ellie. Bonjour Ellie, Salut! comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien, on est en week-end, donc ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, donc c'est ton interview, le 12e interview, et donc je voudrais, comme moi je ne te connais pas du tout, donc c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur toi, et j'aurais voulu savoir qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire qui est Ellie? Alors, Ellie, ben, c'est Aurélie. Déjà, c'est mon vrai prénom, c'est pas trop éloigné de mon pseudo, enfin de prêtresse. Donc, j'ai 36 ans. Je vis avec beaucoup d'animaux. Enfin, beaucoup d'animaux parce que j'ai un gros chien, alors tout de suite, ça prend beaucoup de place et il compte pour plusieurs. Euh, Et je suis donc prêtresse de elle depuis quelques années, ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette prêtrise, je suis conseillère funéraire dans les pompes funèbres animalières. D'accord, Voilà, c'était je ne pas du connaissais tout. même pas. Oui, bah, j'y veux bien te croire parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Et en fait, bah, moi, je suis arrivée là complètement. Bah, je vais pas dire par hasard parce qu'il n'y a pas vraiment de hasard, mais j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et puis, il y a 3 ans, j'ai perdu un de mes chiens et j'ai découvert ce métier. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais. Et donc, ça définit pratiquement toute ma vie, puisque finalement, entre la prêtrise de elle, le conseil funéraire, les animaux, finalement, tout ça me définit assez bien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené du coup à venir cheminer à l'OD? Alors, moi, je suis à l'OD depuis 2014. J'étais dans une période assez compliquée dans ma vie. Je pense qu'on était un peu toutes comme ça quand on a commencé. Je me cherchais beaucoup. J'avais plus de spiritualité vraiment à proprement parler. Je vivais avec quelqu'un qui était très rationnel et qui croyait pas du tout à ce genre de choses. Et j'étais vraiment perdue. Et j'ai senti que j'avais besoin d'avoir une espèce de cadre pour me reconnecter déjà à moi-même. Et c'est là que je suis tombée complètement par hasard, pour le coup, sur l'OD, qui était à l'époque donc l'ordre de DA. Et donc j'ai regardé un petit peu et je suis tombée exactement au moment où les inscriptions étaient ouvertes. Comme Du par coup, j'ai hasard. envoyé Voilà, c'est ça. C'est ça, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. J'ai fait ma petite candidature et puis bah, j'ai croisé les doigts pour être acceptée. Et j'ai été acceptée quelques jours plus tard et j'étais vraiment très heureuse de ça. Et comment du coup, comment était Aurélie enfant ou ado, enfin après voilà, avant de rentrer à l'OD, comment étaient tes croyances un petit peu ou ta spiritualité? En tout cas, comment était ton cheminement avant de rentrer à l'OD? Ou t'en Alors moi, avais j'ai un? été élevée, ouais, j'ai été élevée dans la religion catholique, hein. J'ai été baptisée, j'ai fait du caté, j'ai fait mes communions, tout ça pour faire plaisir à la famille, bien entendu. J'ai des grands-mères qui étaient très croyantes, en tout cas du côté catholique. Et donc j'ai fait ça jusqu'à 12-13 ans. Et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. J'avais beaucoup de mal à croire à certaines choses, à certains principes. Même quand j'étais plus jeune, je me disais, mais pourquoi il y a que des prêtres? Pourquoi les femmes sont reléguées à être bonnes sœurs dans un couvent? On voit pas. Enfin, c'était beaucoup de choses qui me perturbaient un peu. Et à partir ouais, de l'adolescence, j'ai dit, allez, c'est bon, la religion, je mets ça de côté, on n'en parle plus. Et pendant très longtemps,
Voilà, j'ai pas eu de croyance, de spiritualité. J'ai fait ma vie un peu comme ça, quoi. J'avais pas de, j'avais pas d'ancrage. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, c'est ce que je me dis. J'avais pas de choses qui manqueraient. Et j'étais dans un mariage, du coup, comme je disais, qui était un peu trop rationnel. Et vraiment, il me manquait quelque chose. J'étais en couple, mais je me sentais énormément seule. J'avais rien du tout sur quoi m'accrocher. Enfin, c'est vrai que j'étais dans une période où vraiment je me sentais seule. Et j'ai recommencé à redécouvrir certains panthéons, à regarder certaines religions anciennes. Et c'est là que j'ai découvert donc l'OD. D'accord. Et est-ce que entre maintenant, enfin, disons que ton arrivée à l'OD et le début du cheminement au niveau en tant qu'élève, on va dire, est-ce qu'il y a vraiment une transformation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est, enfin, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont en disant: «Ah oui, ça je ne connaissais pas» ou est-ce que ça a été comme une évidence en disant: «Bah, oui, c'est sûr»? Alors non, c'était beaucoup de choses que je connaissais pas. Moi, j'ai appris à me poser déjà, à faire beaucoup de méditation, de visualisation que j'avais jamais fait de ma vie. Et c'est vrai que les outils proposés, c'était des choses complètement nouvelles pour moi. C'est devenu une évidence, mais sur le coup, j'ai dit oui, vraiment, ça me manquait. De trouver d'avoir des comment dire? Des exercices ou des petites choses à se raccrocher pour pouvoir, ouais, effectivement, Mhm, de trouver ça en plus, c'est ça. pour avancer. Et qu'est-ce que ça a changé, finalement dans ta vie entre avant et maintenant, ce parcours? Ah bah déjà, j'ai divorcé. C'est un gros changement. Alors, c'est pas la seule raison, hein, bien entendu, il y Ouais. avait quand même beaucoup de choses, mais je pense que ça m'a aidé vraiment à faire le tri, à ne plus ressentir cette solitude que j'espérais combler en étant mariée ou en étant très entourée. Je me suis rendu compte vraiment que j'avais besoin de personne d'autre que moi et que si ma propre compagnie me suffisait pas, bah, j'allais pas trouver ailleurs ce que je cherchais. Donc ça a vraiment été un changement là-dessus, sur le fait que voilà, je me suis retrouvée avec moi-même et j'acceptais plus des choses que j'aurais acceptées avant pour pas me sentir seule. Tu as retrouvé ton intégrité, C'est ça, exactement. mmh. Et dans ce parcours, est-ce que qu'il y a eu des donc là, plutôt on remonte dans les leçons, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été assez difficiles, perturbantes ou vraiment des épreuves? Alors il y en a eu, oui. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai eu du mal au début vraiment à me poser, à comprendre comment méditer, comment visualiser, comment me défaire du mental pour vraiment entendre ce qu'il fallait que j'entende. Ça a été, ça a été un obstacle, vraiment. J'ai mis un petit peu de temps. Après, le plus gros, la plus grosse claque que je me suis prise quand même, c'était dans les leçons sur les archétypes, avec la leçon sur l'enfant, où je pensais faire ça les doigts dans le nez parce que ouais, je me suis toujours dit, ouais, enfant, ça allait, franchement. Bon, c'était pas une enfance malheureuse que j'ai eue. Et finalement, cette leçon, ça m'a fait tellement pleurer. Ouais, ça a été vraiment la grosse, grosse claque dans le parcours des Mystica, en tout cas. D'accord, C'est peut-être des Sapientia, je ne sais plus les archétypes. c'est Mm, après, oui. mm. Alors du coup, la tu as fait en fait, le parcours de Dea Sapienza et à la fin de Dea Sapienza, donc qu'est-ce qui t'a fait, bah, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu vraiment continuer, est-ce que, c'était, ça manquait de tu étais à l'apéritif et tu avais encore faim comme le c'est ce que j'ai pu dire? Mais Mais c'est est-ce que exactement voilà. ça. C'est exactement ça, en fait. On a des outils, on a des choses, on commence à entrevoir un petit peu ce qui se trouve derrière la porte, et puis ça s'arrête, et puis bon, tu veux continuer ou pas? Ben, évidemment qu'on veut continuer. On s'arrête pas là, c'est pas possible. Il y a tellement d'autres choses à faire, d'autres choses à comprendre, à voir. Ben oui, bien sûr, on continue. Et vraiment, j'avais aucune idée sur la déesse patronne qui allait m'accompagner ou quoi que ce soit. Mais alors vraiment, j'avais aucun doute sur le fait qu'il fallait que je continue. Mmh. Ah, c'est vraiment, voilà, c'était l'apéritif, c'était super. Et puis, il fallait explorer un peu plus. C'était une évidence. Voilà, ouais, ouais. Je me suis même pas posé la question. Ça a été les 6 semaines de réflexion. Le premier jour, j'avais déjà réfléchi, j'avais déjà tout préparé. Et après tu attendais: «C'est quand?» Voilà, j'avais mis une alerte sur mon calendrier. Au cas où.
C'est ça des fois que je Minuit rate. une, Ouais. c'est bon. Hop, envoyé. Alors justement, en parlant de déesse patronne, donc à la fin de Dea Mystica, est-ce que enfin, ou peut-être avant en tout cas, mais à quel moment tu as trouvé ou tu as compris que qui était ta déesse patronne? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors, moi, ma déesse patronne, du coup, c'est elle. Et elle est apparue, alors, presque à la fin, en fait. Vraiment, moi, j'étais partie. Au début, j'étais très proche d'Isis. Parce qu'en Mmh. plus, ma mentor, Laïla, était prêtresse d'Isis. Alors, je me suis dit, bah, c'était très, très bien. Moi, j'étais vraiment partie sur elle. Il y a eu Urtémis qui a fait un petit coucou aussi. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et puis, vraiment, à la toute fin, toute fin, elle est apparue. Alors, elle n'est pas apparue non plus comme ça n'importe comment, hein. J'étais dans mon cheminement et ma grand-mère est morte. Mmh. Et c'est vraiment à ce moment-là où, bah, en fait, ça a été une évidence pour elle, alors que j'avais jamais travaillé avec elle, rien du tout. Enfin, j'avais fait les panthéons nordiques un peu avant, mais enfin, ça m'est pas. D'ailleurs, je crois que c'est même pas elle que j'avais rencontrée sur cette leçon-là. Et puis, en fait, elle était là. Et c'est elle qui m'a aidée à surmonter ce deuil. Et du coup, Mmh. après, ça a été une évidence. Elle s'est imposée comme déesse patronne depuis ce jour-là. Mais c'était vraiment, voilà, c'était une coïncidence, hein, que ma grand-mère meurt au moment où moi je finissais mon parcours des Mystica. Mais c'est comme ça qu'elle s'est imposée comme déesse patronne. Et maintenant tu continues, aujourd'hui, avec ta dé enfin, avec ta déesse patronne en tout cas, aujourd'hui en tant que prêtresse, comment tu enfin, le tout début, quand tu vraiment voilà, tu as été initiée. D'ailleurs, tu as été initiée par qui? Et ben par notre grande prêtresse, c'est Camille qui m'a initiée. Et du coup, comment ça s'est passé ton initiation? Alors en plus, on l'a fait du coup à la date anniversaire de la mort de ma grand-mère. J'avais choisi ça symboliquement comme date. Donc on l'a fait par téléphone parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit. Mmh. Et ça a été un moment. Alors pour être complètement honnête, je pense que j'étais certainement en transe ou quelque chose comme ça parce que j'ai presque aucun souvenir de cette initiation. Je sais juste qu'à la fin, quand on a raccroché, ben, je dis ça y est, c'est bon. Waouh. Mmh. Mais en vérité, ouais, j'ai très peu de souvenirs de cette initiation. Je sais que ça durait longtemps, mais ouais, ça devait être un moment un peu magique, un peu complètement hors du temps pour que mon cerveau, comme ça, il est oublié. Et alors du coup, ensuite, bah, une fois que tu as été initiée, ton tout début de parcours, comment ça s'est passé? Alors, du coup, mon début de parcours, ça a été, je vais pas dire rigolo parce qu'on n'est pas dans le fun vraiment, mais en fait, tout a découlé vraiment du choix de la déesse patronne, de l'initiation, bah, du coup, du décès de ma grand-mère. Euh, donc, ça fait quand même plusieurs années. Et c'est vrai que de là, j'ai commencé à m'intéresser bah, tout ce qui était à la mort, au deuil et au domaine funéraire. Moi, à l'époque, j'étais bibliothécaire. Je venais encore j'ai toujours changé beaucoup de métiers, moi. Et donc, je venais d'être bibliothécaire à l'époque. Et je me disais, bon, bah, c'est bien bibliothécaire, mais c'est pas ma prêtrise, quoi. Mais c'est pas grave, je vais continuer là-dedans, je fais ça à côté, il n'y a pas de problème, ça peut se faire. Et donc, c'était tout un cheminement autour du deuil, à comprendre les mécanismes du deuil, à comprendre pourquoi on parle jamais de la mort en France, Mmh. pourquoi à chaque fois qu'on lève le sujet, les gens se mettent à crier, mais non, si on en parle, on va mourir, laisse-nous tranquille avec tes idées morbides, voilà. Donc, tout plein de lectures, de rencontres aussi, euh, sur comment apprivoiser le deuil, comment aider les autres à faire leur deuil, tout en moi faisant le mien aussi, hein, parce que moi j'étais encore en plein dedans. Et, euh, et du coup, les métiers du funéraire, où j'ai rencontré bah, des conseillers funéraires, j'ai rencontré des thanatopracteurs aussi. Je voulais vraiment comprendre tous les mécanismes autour de la mort pour essayer de démystifier ça, en fait, Mmh. pour arrêter de la craindre. Enfin, il faut la craindre, parce que de toute façon, ça va arriver, mais dire pas se focaliser sur le fait que ça fait peur, c'est terrible. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de travail là-dessus. Enfin, je sentais que j'avais beaucoup de travail à faire sur le sujet. Et donc, ça a été un cheminement comme ça pendant plusieurs années, à réfléchir, à beaucoup écrire, à beaucoup lire,
à beaucoup parler avec les gens, savoir pourquoi ils avaient peur. Et du coup, c'était super intéressant. Et cette période-là, alors de manière complètement paradoxale, eh ben, c'était la période où je me suis sentie le plus vivante. Mais oui. J'étais vraiment dans une dynamique, allez, de toute façon, on peut mourir demain, fais ce que tu as envie, quoi. Fais des choses, profite. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans une dynamique de vie, tout en travaillant autour de la mort. Et c'était un long cheminement, mais très, très intéressant. D'ailleurs, j'ai pas fini, hein, ce cheminement. On n'a jamais vraiment terminé ce travail-là, mais voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert les métiers du funéraire et aujourd'hui, du coup, j'allie ma prêtrise à ma vie professionnelle comme je pensais bien que ça allait arriver un jour et c'est arrivé cette année. D'accord. Donc aujourd'hui, donc ta vie de tous les jours, au quotidien, comment ça se passe du coup? Alors, ma vie au quotidien, bah, c'est beaucoup de funéraires, du coup, Mmh. parce que c'est vrai que enfin, j'essaie en tout cas d'être très impliquée dans ce que je fais. Alors, au début, je voulais moi travailler dans l'humain, donc conseillère funéraire dans l'humain. Et finalement, bah, l'animalier, ça me correspond beaucoup plus. Bah, parce que du coup, j'ai perdu mon chien aussi et j'ai vécu ça. Et, et c'est un deuil, le deuil animalier, qui est, je pense, très mal compris, très mal accepté. Parce qu'on accepte que quelqu'un pleure parce que bah, les parents sont morts, l'un proche est mort. Mais c'est vrai que les animaux, on a tendance à dire, oui, bon, bah, reprends-en un, ça va, c'est qu'un chat. Euh, voilà, donc toutes ces petites choses comme ça qui font que ben, on cache le deuil animalier et du coup, quand on cache un deuil, ça peut ressortir des années plus tard de manière assez problématique. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, voilà, que les gens comprennent qu'ils avaient le droit de prendre des congés parce que leur animal était malade et en fin de vie, que c'était normal d'être triste, d'être anéanti par la mort d'un animal, parce qu'un animal, ben, c'est pas un humain, c'est un compagnon qui vit 24/24 avec nous, qui nous juge pas, qui demande rien en retour à part juste de l'amour. Donc, je trouvais important d'être dans cette branche-là et d'apporter un petit peu mon aide, en tout cas aux gens que je pouvais. Et est-ce que tu as incorporé des routines ou des autres choses par rapport où ça fait vraiment, heu, est-ce que tu sépares en fait ta vie, on va dire privée de ta vie professionnelle? Ou pour toi par rapport à ta prêtrise ou pour toi ça ne fait qu'un et quand tu fais ton travail, bah, en fait tu voilà, tu honores aussi en même temps ta prêtresse, ta déesse patronne pardon et est-ce que ou enfin comment ça se passe en fait Oui, par rapport à maintenant, ça? voilà. Ah ouais. Alors avant, c'est vrai que bon, moi, j'avais la partie bibliothèque et la partie prêtrise qui étaient très différentes. Et là, en fait, ouais, j'ai réussi à tout réunir. Donc, bah, ma prêtrise, elle parle quand je suis au travail. Après, c'est vrai qu'en dehors, de toute façon, moi, je continue mon cheminement personnel sur le deuil, sur comment faire pour aider au mieux. Donc, j'ai mon hôtel à ma déesse qui est chez moi, donc il y a pas bougie, encens, rituel aux grandes dates ou quand j'en ai besoin. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'être dans les pompes funèbres, j'ai réuni. En fait, c'était un peu ma mission de vie que je m'étais fixée. Et du coup, ma prêtrise fait partie de ma vie professionnelle et privée. Et donc, tout est bien mélangé. D'accord, c'est normal entre Voilà, c'est guillemets. ça. J'aime Je pas suis ce mot-là plus. mais Oui, voilà, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, ça me semble moins normal de faire mon travail en honorant ma déesse. Et du coup, ça s'est plutôt bien goupillé de ce côté-là. et est-ce que tu as des projets du coup pour la suite, dans ta prêtrise? Alors, ouais, là, je suis dans mon second degré depuis un petit moment. Alors, là, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est vrai que j'ai un super programme. Enfin, moi, je suis toujours voilà, toujours trouver des choses à faire pour permettre de mieux comprendre le deuil, la mort. Et mon second degré bah, était bien commencé. Et c'est vrai que du coup, le fait de travailler dans la pompe funèbre, j'ai un peu laissé ça de côté, mais j'ai toujours mon second degré que j'aimerais bien terminer. J'ai un livre sur elle, d'ailleurs, moi, j'en parle même, j'avais oublié, mais j'ai un livre sur elle qui va sortir à la fin de l'année. Donc, c'était Ouais! aussi un gros projet de prêtrise là-dessus. C'est partie de mes projets. Euh, et puis, moi, j'aimerais bien me mettre à mon compte vraiment
Parce que là, je fais partie d'un gros groupe, alors on n'est pas libre de faire vraiment ce que moi j'aimerais en termes d'accompagnement. Euh, J'aimerais me mettre à mon compte vraiment pour proposer un accompagnement au deuil comme vraiment je l'avais décidé au départ. Et donc avec, quand les gens le souhaitent, hein, parce que c'est un peu compliqué de mettre de l'ésotérisme dans le côté Mm. professionnel comme ça, mais un vrai accompagnement au deuil avec peut-être des exercices de méditation, des petits rituels, choses que je ne peux pas faire là où je suis en ce moment, mais voilà, c'est ça, ça sera mon grand, grand projet dans les années à venir. C'est chouette. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui voudraient faire le cheminement de la prêtrise? Et ben, des conseils, c'est déjà, il faut avoir envie. Dire, il faut avoir envie, mais vraiment que ça vienne ouais, du cœur et pas se dire, bah, tiens, je vais faire le cheminement de prêtrise parce que ça fait classe d'être prêtresse de. C'est vrai on en a vu, j'en ai vu passer, hein, c'est-à-dire en plus avec les réseaux sociaux maintenant, bon ben, on voit beaucoup de choses comme ça. Mais après, de toute façon, les limites, elles sont assez claires assez rapidement. Hein. Dire quand on fait pour faire genre, ça va jamais très loin. Non, ça s'en va tout de Mais suite. voilà, c'est ça, c'est vraiment. Et puis voilà, pas aller dans la facilité non plus, parce que bah voilà, tel DS est un peu fashion en ce moment, donc c'est aller par là. C'est vraiment des choses bah, qu'il faut ressentir au plus profond, je pense. Et, euh, et puis pas s'arrêter aux obstacles, parce qu'il y a toujours moyen de les contourner, toujours demander de l'aide si jamais ça se passe pas très bien. Mais voilà, je pense que c'est sur ça, il faut vraiment avoir envie et avoir une envie qui est, on va dire, qui est pas égocentrique, quoi. Mhm. Ça vient du cœur. Voilà, ouais, ouais. Et pas pour les apparences. Mm. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Alors, je vais un peu spécifier, parce que d'habitude, je spécifie pas, mais là, comme on est en novembre, et Oui. qu'on sort de la Toussaint, de la fête des morts, voilà, justement, et que c'est un petit peu, voilà. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, justement, par rapport à la mort, qui est un peu, parce qu'on est quand même dans l'automne avancé, on avance dans l'hiver, et est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça, dans ce moment, un peu ce passage? Ouais, alors ça va être très cliché, hein, mais memento mori, comme on dit, on va tous mourir de toute façon. C'est quelque chose qu'on va tous subir à un autre. Et du coup, bah, chaque jour peut être le dernier. Alors, bah, si on a envie de faire quelque chose, si on a envie d'acheter quelque chose, si on a envie de parler à quelqu'un, bah, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se dire, oh, pourquoi, voilà. Donc voilà, allons-y, foncez. Faites votre vie. Changez de vie si vous avez envie. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. C'est vrai. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Mais écoute, je te souhaite une bonne continuation et j'ai hâte que tu édites ton livre. Bah, moi aussi. C'est chouette. Passe une belle journée et puis un bon week-end. Merci à toi aussi. Salut. Salut.